Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du coup d'état qui est en train d'avoir lieu au Gabon en ce moment même avec une junte militaire qui a viré le président actuel Ali Bongo pour essayer de placer l'homme fort de la junte qui est Brice Oligui Nguema. Donc on va voir jusqu'où va aller ce putsch, mais il est en train d'avoir lieu en ce moment même au moment où je fais cet édito, c'est-à-dire le 30 août à 19h30, 20h. Donc pour l'instant je vais vous parler des événements qui viennent de se produire et des enjeux sur lesquels on attend des réponses, des enjeux pour la France et les enjeux géopolitiques de ce putsch qui est en train d'avoir lieu, qui est d'ailleurs une suite aux différents putschs qui ont eu lieu ces 2 ou 3 dernières années dans plusieurs pays d'Afrique. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du coup d'état qui est en train d'avoir lieu au Gabon. Alors, aujourd'hui, au Gabon, 30 août 2023. Là, je fais l'édito, il est 19h30, 20h. Il y a une junte militaire qui est en train d'essayer de prendre le pouvoir des mains d'Ali Bongo, le président actuel du Gabon. L'homme fort de la junte, c'est Brice Oligui Nguema. Donc, vous allez avoir toutes les oppositions aux régimes actuels qui vont féliciter Brice Oligui Nguema de son coup d'État. On sait que Ali Bongo a été emprisonné, enfermé chez lui sous résidence surveillée et que un de ses fils a été arrêté, un des fils d'Ali Bongo. On sait aussi que le président de l'Assemblée nationale gabonaise, il a été aussi arrêté sur la route par les militaires. Donc on attend des réponses. Dans la matinée, Ali Bongo avait coupé Internet ainsi que la retransmission des médias français et que Internet ainsi que les médias ont été rétablis en début de soirée vers 19h30. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire aujourd'hui au stade où on en est sur le peu d'informations qu'on a à ce stade. Il faut savoir que donc le Gabon, c'est une ancienne colonie française, donc on a affaire ici à l'Afrique francophone, que d'aucuns appelleraient la France-Afrique, ou en tout cas anciennement la France-Afrique. Le Gabon est donc une ancienne colonie française. Il faut savoir que Ali Bongo est donc le fils d'Omar Bongo, qui était lui-même président du Gabon avant Ali Bongo. Ça fait donc une cinquantaine d'années que la famille Bongo dirige le pays, le Gabon. Et Omar Bongo, c'est celui qui a dirigé le Gabon dans les années notamment 80-90, au moment où la France-Afrique battait son plein, notamment autour des ressources pétrolières. Puisque, comme vous le savez certainement, il y a eu donc cette grosse affaire sur l'affaire Elf et les affaires Total, puisque ce sont des entreprises françaises qui sont allées exploiter le pétrole au Congo et au Gabon notamment. Et à l'époque où les entreprises françaises exploitaient le pétrole au Gabon et au Congo, c'était Omar Bongo qui participait à tout ça. Et donc, évidemment, il lui a été vivement reproché par ses oppositions, comme dans la totalité des oppositions, d'être celui qui gère l'enrichissement français par l'exploitation de la manne pétrolière, alors que l'argent est censé revenir globalement aux nationaux, c'est-à-dire aux Gabonais et aux Congolais, a priori. Omar Bongo a été celui qui a géré avec la France l'exploitation pétrolière d'Elf, évidemment en contrepartie d'un certain nombre d'avantages, notamment financiers, en contrepartie d'argent, de rétrocommissions, etc. Et en contrepartie notamment de biens parisiens, d'appartements. Donc il y a sur Internet, il y a des cartes qui circulent avec tous les biens mal acquis de la famille Bongo à Paris, acquis avec l'argent notamment du pétrole, que la France a reversé à Omar Bongo directement et à sa famille, alors que c'est un argent qui est censé aller déjà à des salariés d'entreprises, mais qui plus est normalement plutôt quand même gabonaise ou congolaise, et certainement pas française. C'est-à-dire que ce n'est pas normalement à la France d'exploiter le pétrole à la place des Congolais ou des Gabonais. Ceci étant dit, ça c'était quand même il y a une certaine époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même contexte, même si Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, n'aurait jamais eu le pouvoir si la France n'avait pas avalisé une forme de légitimité, puisque c'est le fils d'Omar Bongo. Omar Bongo était plutôt allié de la France, donc la France
évidemment pour protéger ses intérêts, avait plutôt intérêt à ce que la suite d'Omar Bongo se passe dans sa propre succession, c'est-à-dire en tant qu'allié de la France. Donc Ali Bongo est plutôt perçu aussi comme un allié de la France, même si il y a des choses qui se passent économiquement pour diversifier l'économie gabonaise. Voilà, c'est comme ça que les régimes sont toujours perçus plus ou moins. Il faut savoir qu'il y a quand même une critique globale en Afrique pour dire que les chefs d'État qui se maintiennent assez longtemps, à savoir Ali Bongo pour les Gabonais, mais aussi Denis Sassou Nguesso pour le Congo, Idriss Déby pour le Tchad ou des choses comme ça, tous ceux qui se maintiennent sont quand même ceux qui sont soutenus par l'ancienne puissance coloniale française. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont protégés par la France d'une manière ou d'une autre, et ce sont des gens qui, dès qu'ils voient des oppositions pointées, ont le soutien de la France en face des oppositions qui subissent l'ingérence de la France dans la politique intérieure de ces pays-là. En tout cas, c'est la critique principale qu'on peut retrouver chez les opposants à ces régimes-là, où qu'ils vivent. D'ailleurs, il y a des opposants dans les diasporas européennes, il y a des opposants qui vivent sur la place même des pays en question, et c'est la critique principale qui justifie très souvent d'ailleurs des tentatives de coup d'État contre ces gens-là qui sont installés quand même depuis un certain nombre d'années pour certains, et qui sont élus, réélus en modifiant les constitutions de manière inconstitutionnelle ou en trafiquant les élections. Et d'ailleurs, ce n'est même plus un secret, tellement c'est évident. Donc ça veut dire que la France accepte d'avoir des alliés de cette qualité-là, dans ces pays-là, pour protéger ses intérêts, qui sont bien souvent économiques, puisqu'il s'agit d'exploitation des ressources matières premières. Donc ça commence à devenir en fait problématique, parce que autant ça fait quand même des années et des années que les Africains subissent putsch après putsch après putsch après putsch. Là, il y a une accumulation dans le temps, dans un temps court, de plusieurs putschs dans plusieurs pays, ce qui signifie que là, on est quand même sur une période d'un renversement quand même plutôt global de la politique des pays africains. Il y a un renversement qui est global, qui se fait en même temps. Ça veut dire que les populations africaines commencent à adhérer à ce que disent les putschistes. Ça commence à infuser la population que, en fait, ça commence à aller, ces histoires d'anciennes colonies qui font du néocolonialisme, etc., etc., etc. D'autant plus que dans ces pays-là, vous avez la présence de la milice Wagner, qui était anciennement dirigée par Prigojine, qui est mort donc il y a quelques jours. Mais cette milice qui a été envoyée c'est une milice russe qui a été envoyée par la Russie dans le but d'y exploiter très exactement la même chose que les Français, c'est-à-dire les matières premières, les mines, le bois, etc., etc., le pétrole. Mais les Russes, en plus de venir exploiter le sol africain, se targuent d'un discours anticolonialiste, anti-français, qui fait monter le sentiment anti-français dans ces populations africaines. Donc maintenant, vous n'avez plus affaire qu'à des putschistes qui prennent le pouvoir en contestant le précédent pour dire qu'il est trop allié des Français. Maintenant, vous avez affaire à des putschistes qui deviennent populaires, que les populations suivent. Maintenant, vous voyez des images avec des populations qui tiennent le drapeau russe, qui disent « Abat la France » devant les ambassades de France dans ces pays-là. Et donc, maintenant, vous avez une population qui ne veut plus de la présence française sur leur sol. Et c'est revendiqué par la population même. Et par contre, ce qui est, à mon avis, inquiétant, c'est que ce que revendique la population aujourd'hui n'est pas le fruit peut-être d'une réflexion personnelle ou d'un mouvement qui serait un mouvement intérieur au pays où les putschs ont lieu. C'est un mouvement qui a lieu parce que les Russes viennent exploiter la misère, le ressentiment anticolonialiste, le ressentiment envers l'ancien colon, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que maintenant, politiquement, géopolitiquement, la présence de la France et des pays européens plus globalement est remise en cause, en fait, non pas seulement par les Africains eux-mêmes, mais par les Russes
voire peut-être aussi par les Chinois, dans le but de gagner des parts de marché pour ces pays-là. Parce que les Russes et les Chinois ne viennent pas là de manière innocente, juste par plaisir ou par amitié. C'est dans le but... Wagner, donc c'est une entreprise, c'est une milice mais c'est une entreprise, Wagner gagne une partie de son argent en Afrique en exploitant les entreprises, le sol, les ressources, etc. Il gagne une partie de son argent et c'est avec l'accord des chefs d'État, ils sont installés là avec l'accord des chefs d'État. Ils n'envahissent personne. Hein. Les miliciens de Wagner sont là avec l'accord des chefs d'État qui se servent de Wagner pour pouvoir manipuler l'opinion et contester la France. Donc après, il s'agirait pour les Africains de ne pas sortir d'une occupation pour aller vers une autre occupation. De sortir d'une influence pour aller vers une autre influence et de sortir d'une France-Afrique pour aller vers la Russie-Afrique ou vers la Chine-Afrique. Il s'agirait maintenant d'être réellement autonome, de réfléchir réellement en termes d'intérêts nationaux, donc faire des alliances qui conviennent avec les pays qui conviennent, mais pas parce que le pays vous a sorti un discours qui vous a charmé. Vous faites des alliances multilatérales parce que c'est l'intérêt de la nation gabonaise, congolaise, malienne, ivoirienne, tout ce que vous voulez, camerounaise. Donc il va falloir maintenant que les chefs d'État ou que les prochains chefs des pays, de ces pays-là réfléchissent, fassent des accords peut-être avec la Russie si c'est leurs intérêts nationaux, si c'est ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils réfléchissent en termes d'intérêt et pas juste en termes de discours qu'on leur a servi, qui a été très agréable à écouter, parce que on a accusé la France, c'est très agréable d'entendre qu'il faut que la France parte, etc. C'est peut-être vrai, mais n'accueillez pas les gens comme ça, sans y voir votre propre intérêt. D'accord ? Ça va être fondamental maintenant pour l'Afrique d'être capable de gérer ses propres intérêts de manière digne. Vous avez des gens qui, en tout cas, notamment au Burkina Faso, par exemple avec Ibrahim Traoré, vous avez des gens qui proclament qu'ils veulent une certaine indépendance, une dignité, une autonomie, avec la réflexion sur les intérêts nationaux, etc., qui passe aujourd'hui par un accord avec la Russie, mais peut-être dans le futur avec d'autres initiatives. Donc vous avez des gens qui le proclament, qui le disent, et maintenant il s'agirait de l'appliquer. Parce que, si vous voulez, il s'agirait de ne pas passer d'une contrainte à une autre contrainte, parce que les Russes, ils sont là pour avancer leurs propres pions dans leurs propres intérêts. Quel est l'intérêt des Russes aujourd'hui? L'intérêt des Russes, c'est de faire tomber l'influence américaine et occidentale en général sur le monde. Faire tomber la mainmise de l'économie par les États-Unis, qui aujourd'hui profitent d'une économie mondiale qui se fait essentiellement en dollars, c'est-à-dire la monnaie américaine, qui voit les Américains toujours être premiers, décider, faire pression parce qu'ils sont les premiers économiquement et militairement. Donc aujourd'hui, le but de la Russie, c'est d'être celui qui gagne autant d'influence, voire plus d'influence que les États-Unis, dans le but de diriger une sorte d'alternative aux États-Unis et à l'Occident en général. Donc aujourd'hui, la Russie est dans une stratégie avec la Chine de réunir les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, réunir les BRICS, déposséder les États-Unis de leur influence économique notamment, faire évoluer les devises, les monnaies nationales pour faire des transactions en monnaie nationale pour moins dépendre de la monnaie américaine, donc pratiquer un processus de dédollarisation, réunir les BRICS pour inventer un nouveau système économique, des nouveaux systèmes de paiement qui font qu'on ne dépendra pas forcément du système américain pour faire des transactions financières et des transactions économiques, renforcer les liens économiques entre les pays du Sud, donc qui ne sont pas les pays occidentaux. Et la Russie a un plan, il a une stratégie, la Russie a un agenda, et ce n'est peut-être pas forcément l'agenda africain. Les Africains aussi, ils veulent se débarrasser de l'influence occidentale, ils contestent les décisions européennes et occidentales à l'ONU. Les Africains aussi ont cet agenda. Mais il se trouve que c'est un agenda qui est commun à la Russie et à l'Afrique sur ce sujet-là. Mais les Africains n'ont pas forcément que ce sujet-là à traiter. Les Africains ont aussi des intérêts
économiques propres, des intérêts alimentaires, peut-être des travaux à faire dans chaque pays, des réformes agraires à faire, des réformes économiques à faire à l'intérieur de leur propre pays, qui fait qu'il n'y a pas que l'agenda russe que les Africains doivent être en train de gérer. Donc les Africains ne doivent pas servir uniquement à faire évoluer l'agenda russe, l'agenda chinois, etc., etc. Il s'agirait d'avoir vos propres agendas, et s'il y a un sujet sur lequel vous coïncidez avec la Russie et que c'est votre intérêt de procéder à un rapprochement avec la Russie, dont acte, procédez donc au rapprochement avec la Russie, mais ça ne va pas être suffisant de calquer toute votre politique extérieure et intérieure sur l'agenda uniquement russe. Vous avez vos propres agendas à suivre. Et si un jour vos intérêts divergent avec la Russie, il va falloir aussi avoir les épaules de dire aux Russes, on arrête nos relations. Et c'est ça qui va être, à mon avis, difficile et compliqué pour les Africains. Donc on va voir comment ça se passe pour le Gabon. Aujourd'hui, on va voir comment les putschistes vont évoluer, comment ils vont prendre le pouvoir s'ils y arrivent, et quel sera leur agenda. Les putschs, ils ont eu lieu depuis 2-3 ans partout, un peu en Afrique, donc ça va être le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Soudan, il y a partout, il y a plusieurs pays où il y a des putschs et où on peut voir un petit peu la Russie derrière. On va voir comment ça évolue, parce qu'il y a quand même une vraie remise en cause de la présence européenne et française. Mais on va voir si c'est un vrai renversement, un vrai bouleversement dans la politique mondiale. Et on va attendre de voir si les Africains sont capables derrière d'avoir leur propre agenda et leurs propres convictions et de défendre leurs propres intérêts nationaux. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!